amis, vous savez qu'en Corse, il y a un festival de cinéma qui est moins connu que celui de Cannes, mais qui est le festival du film politique. Et en 2018, un sondage un petit peu décalé indiquait que 74% des Français considéraient que les hommes politiques étaient en fait des acteurs. Et il se disait aussi que Emmanuel Macron était le meilleur des acteurs. Emmanuel Macron, meilleur des acteurs, mais cette politique, nous n'en voulons plus. Alors, ce soir, vous le savez, Éric Zemmour n'est pas là pour jouer un personnage, ni pour donner le change à qui que ce soit. Il s'est engagé pour sauver la France de la liquidation. Et pour cela, il fait à nouveau respirer l'engagement politique de ses deux poumons, la réflexion et l'action. Parce que les politiciens ne côtoient plus les idées, ils n'ont plus de vision. Ils n'ont que des catalogues. Des catalogues et un slogan, le rassemblement. Un rassemblement sur la base du consensus le plus large possible, pour ne pas cliver, pour ne pas froisser, pour ne pas stigmatiser. Ce rassemblement de l'extrême centre qui, de lâcheté en renoncement, a abandonné les Français. Alors forcément, quand Éric Zemmour propose une droite qui ne se contente pas d'être une non-gauche, il dérange, il bouscule ce petit théâtre politique bien rodé qui nous avait laissés orphelins d'une droite en crise d'identité. Chers amis, avec Éric Zemmour, nous avons le choix, celui de mettre en œuvre une vraie politique d'enracinement dans notre civilisation, d'attachement à la nation et de transmission de notre identité. C'est sur ce socle clair, qui n'a peur ni de la réalité, ni des mots pour la décrire, ni des solutions puissantes, que se construit en ce moment même, sous nos yeux, ici à Cannes, l'union des droites. Une union des droites qui n'est pas un assemblage disparate, mais bien au contraire, une harmonie de points de vue et une vision pour la France qui crée l'unité, qui suscite l'adhésion et qui réveille les énergies. Et nous le savons, Cannes est le berceau d'une nouvelle énergie portée par votre maire. Un homme qui aime la France. Un homme qui aime la France passionnément, résolument, viscéralement. Et un espoir est donc né à Cannes. Mais maintenant, cet espoir, il doit vivre partout en France. Et comme l'aurait dit le général de Gaulle, quoi qu'il arrive, la flamme de l'espérance ne doit plus s'éteindre, ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra jamais. Et aujourd'hui, l'homme qui porte haut ce flambeau, qui allume l'espérance dans nos villes et dans nos villages, c'est Éric Zemmour. Il est député
du Loir-et-Cher, ancien numéro 2 des Républicains, vice-président de Reconquête et porte-parole d'Éric Zemmour. Merci d'accueillir Monsieur Guillaume Pelletier. Mes chers amis, quelle joie, quelle fierté, quelle émotion que de vous voir ici si nombreux. Vous êtes grands, vous êtes beaux, vous êtes fiers, vous êtes forts, vous êtes la droite, vous êtes la France. Avec toutes les personnalités ici rassemblées, avec l'irremplaçable Sarah, je vous demande une ovation pour le futur président de la République, Monsieur Éric Zemmour. Rendez-vous compte, pendant 40 ans, la vieille gauche et la fausse droite nous ont empêchés de nous parler, allant même jusqu'à nous diviser nous-mêmes. Vous avez cru en Le Pen, vous avez cru en Sarkozy, vous avez cru en Chirac, en Séguin, en Pasqua, en Villiers. Et aujourd'hui, grâce à un homme, nous sommes ensemble dans la grande maison commune. Alors, en votre nom, oui, j'ai été le numéro 2 des Républicains. Je lance un appel solennel à tous les électeurs des Républicains pour rejoindre le grand mouvement de la droite populaire, à rejoindre Éric Zemmour. Mes chers amis, parfois, dans les 80 jours qui nous séparent du premier tour, nous aurons quelques doutes. Mais nous ne devrons jamais oublier qu'autour d'Éric Zemmour, avec Éric Zemmour, résonnent les profondeurs du peuple français. La France est un miracle. Rappelez-vous, le 15 avril 2019, nous sommes en début de soirée. Soudain, Notre-Dame de Paris s'embrase. Le deuil, la colère, la cendre qui nous recouvre, l'incroyable sidération, la sidération d'un traumatisme national devenu mondial. Pourquoi? Parce que nous avions peur de perdre en quelques minutes ce que nos pères et nos grands-pères avaient mis près de 1000 ans à bâtir. Et soudain, les pompiers valeureux qui s'avancent et qui parviennent à circonscrire le feu redoutable. La tunique de Saint-Louis, la couronne d'épines sauvée. Notre-Dame de Paris qui redevient Notre-Dame de France. Il est là le miracle français. C'est lorsque tout semble perdu que tout renaît. Alors, et j'en conclurai par là, n'oublions jamais les doux, les grands, les beaux mots de Cyrano, de Savinien, de Bergerac, qui depuis 100 ans, plus de 100 ans, sur toutes les scènes de France, d'Europe et du monde, nous le rappellent. Calculer, avoir peur, être blême, préférer faire une visite qu'un poème, non merci. S'aller faire nommer pape par des conciles que dans des cabarets tiennent des imbéciles, non merci. Mais chanter, rêver, danser, rire, pleurer, être libre, avoir le regard qui regarde bien, la voix qui vibre. Il est là le miracle français, il est là le panache, elle est là l'audace, il est là Éric Zemmour. Vive la République et vive la France. Il est député européen, ancien président du groupe Rassemblement National au Parlement européen, vice-président de Reconquête et porte-parole d'Éric Zemmour. Merci d'accueillir Jérôme Rivière. Bonsoir à tous. Cannes, les Alpes-Maritimes,
C'est là que sont enterrés mes parents, c'est là que j'ai élevé mes enfants, c'est chez moi. Et je sais qu'avec Éric, on peut crier enfin, on est chez nous. Mon cher Éric, ce cri de ralliement, c'est le cri qu'on entend bien souvent dans les meetings du Rassemblement national. Et tu le sais, vous le savez, jusqu'à il y a quelques jours, j'étais le patron de la délégation des députés du Rassemblement national au Parlement européen. Avec toi, cher Gilbert. Nous étions là-bas et nous menions un combat sérieux, un combat pour la France. Mais j'ai choisi, il y a quelques jours, de rejoindre la campagne d'Éric Zemmour. Et je voulais, en quelques mots, vous expliquer les raisons de ce choix. Ce choix, je l'ai fait avec enthousiasme et gravité. Enthousiasme, parce que de meeting en meeting, en regardant la foule qui se presse, en voyant les gens qui sont encore dehors à attendre de pouvoir participer à cet événement, je vois bien que la candidature d'Éric, elle est portée par quelque chose d'autre que simplement une volonté politique. Il est le seul aujourd'hui à poser les vraies questions, il est le seul à porter les vraies solutions, et c'est cet enthousiasme, c'est vous qui m'avez convaincu les premiers de rejoindre Éric Zemmour. Et je vous disais enthousiasme et gravité. Oui, gravité parce que c'est pas simple de quitter un poste bien au chaud. J'aurais pu, comme bien d'autres, attendre en espérant, faisant des petits calculs politiciens. Mais la réalité, c'est qu'Éric pose la seule question qui vaille. Il dit aux Français qu'il faut que nous nous disions la vérité sur où nous sommes et qui nous sommes. Et c'est cette élection présidentielle qui doit nous permettre d'y répondre. Et je pense que les solutions que tu proposes, Éric, le constat que tu fais, l'immense passion que tu suscites, c'est parce que tu acceptes de dire les choses. Et tu dis les choses avec clarté. Oui, il y a un grand remplacement. Oui, il faut lutter contre ce grand remplacement. Et oui, ce grand remplacement conduit au grand déclassement de la France. Alors je voudrais simplement dire à tous les électeurs, tous les militants du Rassemblement national, qu'aujourd'hui on n'a pas de choix. Vous savez, vous avez d'un côté, la question ne se pose même pas, Valérie Pécresse, qui n'a aucune envie d'être le candidat de la droite. Valérie Pécresse, c'est celle qui ne veut pas. Elle veut pas. Elle veut pas de nous, elle veut pas de ceux du RN, elle veut pas, elle préfère ses amis gauchistes. Et de l'autre côté, vous avez Marine Le Pen. Et Marine Le Pen, je lui reconnais et je lui suis gré d'avoir tenu le camp national. Pendant longtemps, seule, elle a tenu ce drapeau. Seule, elle a incarné un combat. Éric était écrivain. Je l'ai suivi comme journaliste, comme écrivain, comme ami. Et il a fait ce choix invraisemblable. Ce choix d'un courage immense, parce qu'il a abandonné son confort, de se lancer dans cette élection. Et ce jour-là, j'ai compris que Marine Le Pen était celle qui ne pouvait plus. Elle ne peut pas être présidente de la République. Pour autant, devons-nous renoncer à notre rêve de France? Non. Et donc j'appelle tous ces militants, tous ces électeurs du Rassemblement national à ne pas voter pour celle qui ne veut pas, mais c'est facile, à se dire que nous avons beaucoup de respect pour celle qui ne peut pas, mais aujourd'hui nous voulons et nous devons pouvoir. Et c'est cette union des droites, cette union du peuple de droite que tu portes, cher Éric, pour lequel nous nous rassemblons ce soir. Merci. Mesdames et messieurs, il est ancien ministre, ancien président du Conseil général de Vendée, créateur du Vendée Globe, Monsieur Philippe de Villiers. Qui a dit qu'Éric Zemmour était un homme seul?
Bonjour la belle solitude. Le sursaut du peuple français. On est bien ici. Vous savez qu'il y a 1000 personnes qui nous attendent dehors, qui n'ont pas pu rentrer. 1000 personnes et des milliers déjà sur YouTube. C'est un soulèvement, un événement, un avènement. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. On est bien ici. C'est vrai que vous êtes beau. Vous êtes allé par le soleil de l'Orient, de la France du Levant, qui vient brûler vos tempes et mettre du sang chaud dans vos veines. Et je vais vous dire une confidence, puisqu'on est entre nous. Que la mer soit grise, celle d'où je viens, l'océan, ou qu'elle soit bleue profond, la vôtre, la Méditerranée, nous sentons tous qu'une vague se forme. Chers amis, nous sommes à marée montante. Entendez-vous la marée montante de nos colères, de nos indignations, de nos espérances? Nous sommes pris par les mêmes vertiges au-dessus du vide, parce que nous avons tous peur que la France disparaisse. Nous la voyons qui se désagrège. La France peut mourir. C'est peut-être l'ultime chance, chers amis. Alors, nous observons la menace extérieure de l'invasion, la menace intérieure de la décomposition. Et c'est pourquoi vous êtes là si nombreux. Heureusement, un homme s'est levé, Éric Zemmour. Cet homme a une parole qui est criante de vérité. C'est pourquoi vous êtes là cet après-midi. Criante de vérité. C'est-à-dire qu'il a compris, lui, que le temps n'est plus à la réforme, à la quincaillerie, à la politique. Le temps est à la survie. Il est le seul qui parle de civilisation. C'est un homme lucide. Les choses sont translucides. Il porte l'espérance française. Ensemble, avec Éric Zemmour, nous allons stopper l'invasion. Nous allons stopper la colonisation. Nous allons sortir la France. Nous allons sortir la France de la névrose, de la honte. Nous allons rendre aux Français la fierté d'être Français. Et s'il est vrai, Éric, et s'il est vrai, cher Éric, qu'une nation, c'est un lien amoureux, nous le disons souvent ensemble, alors nous allons refaire ensemble du peuple français. Tu vas refaire du peuple français un peuple amoureux. Chers amis, c'est un honneur pour moi d'accomplir une mission inattendue. Je vais vous présenter le nouvel arrivant. Un demandeur d'asile. Avec Éric Zemmour, Reconquête, nous sommes pour les frontières, sauf pour Reconquête. Et donc nous accueillons tous les franchisseurs de Rubicon, légaux et illégaux qui viennent vers nous. C'est l'accueil de l'autre.
Aux nouvelles arrivants, nous donnerons des papiers, une carte de séjour de reconquête. Je vous demande de faire l'accueil qu'il mérite à quelqu'un qui a été le seul député du Front National élu 2 fois de suite, qui est une figure de la vie politique française, qui est un homme de talent, de panache et aussi d'élégance. L'élégance du verbe, l'élégance du cœur, la passion de la France. Vous voyez, c'est un honneur pour moi, merci Eric de m'avoir confié cette mission, d'accueillir avec nous celui qui fait trembler les murs de tous les médias de France. Bienvenue à Gilbert Collard. Mesdames et messieurs, il est député européen, réélu 2 fois. Merci d'accueillir l'avocat le plus célèbre de France, monsieur Gilbert Collard. Franchement, être annoncé par Philippe de Villiers, c'est royal. Je suis bien au milieu de cette force de résistance dont la France a tant besoin et qui se regroupe aujourd'hui avec quasiment 1000 personnes qui attendent encore dehors, derrière Éric Zemmour. N'applaudissez pas trop parce que j'ai peu de temps, et si vous me bouffez mon temps avec les applaudissements, je ne pourrai rien dire. Je voulais d'abord vous rassurer sur mon état de santé. Je n'ai pas, contrairement à ce que disent mes anciens amis du Rassemblement national, de l'aigreur. J'ai l'estomac politique qui fonctionne bien. Je n'ai pas non plus de calculs rénaux dans le rein politique et je n'ai pas enfin de surcharge de l'ego, comme un ancien ami a cru bon de le dire. Ma surcharge, hélas, ma femme me le dit souvent, n'est que pondérale et je le regrette. Je vous interdis d'applaudir. À la rigueur, vous pouvez siffler. Je vais bien. Mais la France, elle, va très mal. Très, très mal. Elle est aujourd'hui sous le règne de l'illustre emmerdeur. La 7e puissance. Quelle dégringolade. À part ça, l'économie se porte bien, très bien. Jamais aussi endettée dans toute l'histoire de notre économie. On a la 7e compagnie qui nous gouverne et on est en 7e position. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Alors évidemment, la question qu'on me pose, et tout à l'heure un caméraman ou un journaliste me disait avec une originalité extraordinaire, pourquoi rejoignez-vous M. Zemmour? Évidemment, j'allais lui dire parce qu'il m'emmerde, parce que je l'aime pas, parce que je veux pas le voir, parce que c'est un imbécile, parce qu'on n'est pas bien avec lui. Bon, alors moi je vais vous dire pourquoi je le rejoins, mais avant, je tiens à dire très clairement que je n'ai strictement rien contre Marine Le Pen et que je ne dirai jamais rien contre elle. Que je n'ai rien. Que je n'ai rien contre les amis d'hier du Rassemblement national qui demeurent mes amis d'aujourd'hui, qu'ils le veuillent ou non, car comme disait Talleyrand, ne se fâche pas avec moi qui veut. D'autant plus que beaucoup qui aujourd'hui critiquent, peut-être demain,
taperont à la porte et Marie peut-être la première. Qui sait? Qui sait? Alors je suis là au nom, comme l'a dit Éric, et il a raison, de l'amitié, de la camaraderie et aussi, il faut le confier, de l'amour partagé, non pas de Sarah, mais de l'histoire. C'est une autre histoire. Je rejoins Éric Zemmour aujourd'hui pour une raison fondamentale que nous devons tous comprendre parce qu'elle est la clé d'une explication. Je suis à 5 minutes. Il m'a fait signe, la vache, il me reste 1 minute, je ne sais pas comment je vais faire. Bon. Parce que Éric est porteur, dans ces temps troubles, dans ces temps difficiles, dans ces temps de dépression idéologique, de la vertu, c'est-à-dire de la vitalité historique, c'est-à-dire du courage, c'est-à-dire de la capacité à scier la langue de bois en copeaux. Et c'est aujourd'hui essentiel, vital. Il me donne un espoir réel. Je croyais que tout était foutu, que l'on entrait dans une dépression définitive. Et j'ai entendu le rythme de ce qu'il dit, la force de ce qu'il dit. Et j'ai compris qu'on pouvait quelque part ressusciter les idéaux de nos combats, que tout n'était pas perdu, que tout n'était pas foutu. Et j'y crois. Merci, Éric, d'avoir redonné la parole à la politique. Merci d'avoir rendu incorrect le politiquement correct. Ça, c'est fascinant. C'est fascinant. Merci d'avoir soulevé de tes mains fines d'intellectuel la soupière de la vieille soupe des connivences, des compromissions, des rencontres partouzeuses entre partis renégats qui, pour avoir un peu de louche, de soupe aux lentilles, se compromettent et rampent vers le pouvoir dégueulasse qui ruine la France. Je les déteste. Et merci enfin d'avoir renversé le guéridon mondain de la bien-pensance. Merci. Merci enfin d'avoir brisé le mur mafieux des connivences au nom de l'intérêt général. Alors je vais conclure là-dessus. Éric, ils te feront tout. Tout. J'ai connu ça. 7 ans de procès pour un tweet. Avec, attention, une convocation chez un expert psychiatre qui s'occupe des transsexuels. J'ai failli aller déguisé. Mais un ami médecin m'a dit « Fais gaffe, ils n'ont pas le sens de l'humour, ils pourraient le prendre pour un syndrome grave. » Oui, 7 ans. Bon, après, j'ai été relaxé, ce qui m'a détendu. Bon. Mais, je veux dire, ils te feront tout. Procès en sorcellerie, sondage bidon. Oui, monsieur, j'ai fini, oui. Il me reste combien 1 minute. 1 minute. Bon, ben écoutez... Alors, je vais essayer de dire l'essentiel en 1 minute. Bon, c'est ce qu'on appelle l'esprit de synthèse. Mais c'est parce que les autres qui sont passés avant, les vaches, m'ont bouffé mon temps. Et notamment Philippe, qui est d'une indiscipline monarchique. Alors, je conclus vite. Je dis à celles et ceux qui attendent encore à la porte qu'elle est ouverte. Et qu'en y entrant, on entre dans la force du courage politique, dans la force des mots qui disent le réel, dans la force des mots qui disent la vérité. Quand j'étais enfant, mon père, originaire de Vitry-le-François, ville proche de Verdun, je jouais dans la maison familiale
elle n'était pas encore reconstruite. Elle avait été détruite en 1870, reconstruite. Détruite en 14, reconstruite. Détruite en 40, on la reconstruisait. Et un jour, mon père, alors que mon grand-père avait le brevet de pilote numéro 102, mon père m'a dit, tu vois, la France, c'est cette baraque. On l'a détruite et on l'a reconstruit. Mais pour reconstruire la France, il faut des mains de travailleurs, il faut des mains de maçons, il faut des mains qui n'aient pas peur d'aller dans le plâtre, qui n'aient pas peur de se salir, qui n'aient pas peur de travailler. Et ces mains, par la grâce de je ne sais quelle providence, nous les avons. Alors vous qui êtes à l'extérieur, un homme vous tend les mains, attrapez-les, parce que vous êtes la France qui tombe dans le puits, qui s'étouffe, qui va mal et qui a besoin de ses mains pour sortir de la nuit du désespoir. Oui, Éric, on est avec toi, la France est avec toi. Merci. Mesdames et messieurs, il est votre candidat pour être le prochain président de la République française. Merci d'accueillir Monsieur Éric Zemmour. Voilà. Merci mes amis. Merci du fond du cœur. Merci pour votre présence, votre joie, vos encouragements m'honorent. Ils sont pour moi
une source d'énergie permanente. Merci. Merci. Merci beaucoup. Depuis ce matin, je sens votre ferveur, je sens votre amour, je sens votre chaleur tellement méditerranéenne et je me sens chez moi. Oui, je vous avoue, quel bonheur de rentrer à la maison. Mes chers amis, ici présents, merci d'être venus à mes côtés. Merci, Gilbert Collard. Quelle fougue, quelle énergie. Tu es fidèle à tout ce que j'ai toujours connu de toi. Dans tes discours, bien sûr, mais aussi dans ton choix de nous rejoindre. Fidèle à tes convictions, tu préfères ton pays à ton parti. Et je t'accueille les bras ouverts. Merci. Merci à Monsieur Jacques Perrin. Je sais qu'il est dans la salle, je sais qu'il est venu ce soir. À la fois grand maire de Nice, grand avocat. Je me souviens quand j'étais jeune journaliste politique, j'allais le voir et on abandonnait très vite la campagne municipale pour laquelle j'étais venu et on discutait politique, histoire, littérature. Merci, monsieur. Merci. Merci à Philippe de Villiers, mon ami de toujours, toujours créatif, toujours inspiré. Et je vais vous faire une confidence, toujours drôle. Toujours avec un panache de mousquetaire, toujours un panache à la deux charrettes. On dit à la charrette, n'est-ce pas, Philippe? Oui, merci. Quel plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Merci, merci Jérôme Rivière, toi qui viens de nous rejoindre. Tu quittes, comme tu l'as rappelé, ton poste de président du groupe du Rassemblement national au Parlement européen pour rejoindre la Reconquête. Et la Reconquête t'accueille avec bonheur, mon ami. Merci. Merci, ma chère Isabelle. Je suis tellement heureux de te retrouver dans ce combat. Ta compétence, ton professionnalisme et tout simplement ta présence m'avait tellement manqué. Oui, applaudissez-la. Merci. Merci Guillaume Pelletier d'être ici ce soir. Je te remercie de tout ce que tu fais depuis ton arrivée, de ton travail, de ta bonne humeur et de tes idées à foison. Merci, mon Guillaume. Merci. Merci, Laurence Trochu. Merci, Sébastien Pilard. Merci, Damien Rieu. Merci, Benjamin Cauchy. Merci à tous. Soyez remerciés. Soyez les bienvenus, mes amis. Je suis heureux de vous voir ici, avec moi, avec nous, à Cannes. Et bonsoir, Cannes. Bonsoir, chère et si précieuse ville de Cannes. Cannes qui signifie en ligure la hauteur et qui mérite si bien son nom. Cannes, une de ces villes bénies des dieux qui profitent à la fois de la poésie de la mer et de la splendeur de la montagne. Les deux plus beaux spectacles naturels du monde. Et oui, Cannes est un spectacle en soi, avec son patrimoine architectural, avec son marché si accueillant qui m'a reçu ce matin avec tant de chaleur, et sa croisette si élégante
Cannes, dont le maire, David Lisnard, est l'un des maires les mieux réélus de France, parce qu'il aime sa ville et qu'elle lui rend bien. Cannes, évidemment, Cannes, célèbre dans le monde entier pour sa culture cinématographique unique, pour son festival étincelant et sa palme d'or tant convoitée. Cannes, voilà un magnifique endroit pour parler de la France aux Français. Alors, comme tous les sympathisants de nos meetings, vous vous dites, pourvu qu'il nous fasse un beau discours ce soir, l'un de ceux qui restent dans les mémoires. Alors, je ne sais pas si mon discours sera beau, j'ignore si l'on s'en souviendra longtemps, mais je peux vous dire une chose, ce discours constitue un moment important dans notre campagne électorale. Ici, à Cannes, ce soir, l'histoire retiendra que s'est levée l'espérance française. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de choses cruciales. Et parce que nous allons ce soir donner un espoir, beaucoup d'espoir. Nous allons parler de vous. Nous allons parler de vos épreuves, de vos colères, de vos attentes, de votre fierté. Nous allons parler des conditions de notre victoire. Cela fait des mois, peut-être même des années que vous m'entendez parler de l'union des droites, de l'union du peuple de droite. Mais qu'est-ce que l'union des droites? Mes amis, l'union des droites, c'est tout à la fois l'union des patriotes, l'union des Français qui se lèvent pour que la France reste la France. Ce n'est pas un slogan de politicien, c'est l'union du peuple, l'union de tous les Français qui aiment leur héritage, l'enracinement et la transmission, même s'ils ne se disent pas de droite. Car la droite, voyez-vous, quand la droite est elle-même, elle parle à tous les Français. L'union des droites, c'est considérer d'abord que nous n'avons pas d'ennemis à droite. Non, les électeurs du Rassemblement national ne sont pas des parias. Ils ont été longtemps, si longtemps, seuls à se battre pour la France et l'ont parfois payé très cher. Non plus, les électeurs de LR ne sont pas des traîtres. Ils ont été pris en otage par des politiciens centristes comme aujourd'hui par Valérie Pécresse, qui est allée se soumettre à Hervé Morin, à Jean-Christophe Lagarde. Dans cette salle, vous êtes nombreux, du Rassemblement national, des cadres, des militants, des électeurs. Je veux que nous vous applaudissions. Vous êtes nombreux aussi à venir de LR. On vous applaudit aussi. Et vous êtes tous les bienvenus, mes amis. La Reconquête est votre maison commune. L'union des droites, c'est le refus du piège de la gauche. Car c'est la gauche, et plus précisément François Mitterrand, qui nous a enfermés dans cette impasse. Je vais vous expliquer comment. Dans les années 80, Mitterrand s'aperçoit qu'il est politiquement en danger. La droite devient majoritaire dans tout le pays et si elle était unie, Mitterrand était perdu. Alors, les autres se contentent de combattre Emmanuel Macron.
Moi, je fais mieux, plus efficace, plus utile. Pour notre avenir, je combats Emmanuel Macron, mais je combats aussi les idées qui le dominent. Alors, l'union des droites, c'est l'appel que je lance ici, dans les Alpes-Maritimes, berceau historique de toutes les droites françaises. Vous qui avez cru en Le Pen, Pasqua, Séguin, Villiers, Sarkozy, Fillon, vous qui êtes patriotes, indépendants, républicains, vous qui étiez hier face à face, vous êtes ce soir côte à côte. Oui, mes amis, vous êtes ici côte à côte. Guillaume Pelletier, ancien numéro 2 des Républicains, Gilbert Collard, notre nouveau président d'honneur, et Jérôme Rivière, ancien président des députés européens du Rassemblement national. Vous tous, électeurs de toutes les droites françaises, à tous ceux qui ne votaient plus, qui n'y croyaient plus, je lance cet appel grave ici, mes amis, au Palais des Victoires, qui ne peut pas porter mieux son nom. Je lance l'appel des victoires, solennel et joyeux, unissant nos forces. L'appel des victoires, c'est l'appel à abolir ce fameux et funeste cordon sanitaire. Supprimons entre nous les frontières virtuelles. Nous sommes d'accord sur l'essentiel. À vous, électeurs du Front National, qui n'en pouvaient plus de perdre. À vous, électeurs des Républicains, qui n'en pouvaient plus de voir vos dirigeants trahir vos idées. Unissons nos forces. Et à tous les abstentionnistes, nous disons, pour une fois, abstenez-vous de vous abstenir. Cette fois est la bonne. Oui, vous avez raison d'être amer. Oui, vous avez raison d'être en colère. Vous avez raison de vous méfier des politiciens. Et je vous comprends, parce que je suis comme vous. Je suis comme vous, scandalisé par ce que deviennent nos suffrages. Mais cette fois est la bonne. Pour redevenir citoyen, pour redevenir français, influent, décisif, c'est maintenant ou jamais. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre liberté, de votre responsabilité. La reconquête de la France par les Français ne se fera pas sans vous. Abstentionnistes, nous avons besoin de votre fierté et même de votre orgueil, de votre insolence, de votre irrespect. Nous avons besoin de votre capacité à dire non à l'idéologie, au mensonge, au système. Depuis 30 ans, j'écoute autour de moi et j'entends toujours le même murmure qui vient à mes oreilles. Le murmure de ceux qui se lamentent. Ah, mais qu'est-ce qu'on est déçus. Ah, monsieur Zemmour, mais qu'est-ce qu'on est déçus. Et ce sont les mêmes qui revotent pour les mêmes et qui redisent « Ah, mais qu'est-ce qu'on est déçus ». Eh bien, mes amis, avec moi, c'en est fini de cette phrase. C'en est fini de « qu'est-ce qu'on est déçus ». On ne l'entendra plus, cette phrase « qu'est-ce qu'on est déçus ». Oui, vous venez du Rassemblement national, vous venez des Républicains,
Vous ne votiez plus depuis longtemps. Vous votez pour la première fois. Vous êtes déjà à la retraite. Non, vous avez 20 ans. Vous êtes artisan, vous êtes avocate, vous êtes policier, vous êtes infirmière, vous êtes professeur, vous êtes ingénieur, vous êtes si différents. Et pourtant, vous êtes si semblables. Mes amis, tant de choses nous rassemblent. Nous avons tant de combats à mener ensemble. Nous qui venons d'horizons différents, nous partageons tant de choses. Vous êtes la France qui n'a jamais la parole. Cela fait des années que vous attendiez. Vous avez fait le dos rond, vous avez serré les dents, vous avez été courageux, patient. Vous n'avez pas fait grève, vous n'avez pas cassé les vitrines, vous n'avez pas bloqué le pays. Vous attendez dignement. Et qu'attendez-vous? Et qu'attendez-vous? Vous attendez enfin la justice. La justice dans votre quotidien. Vous attendez la justice sociale, oui, mais pas celle de la gauche qui consiste à prendre vos économies pour les donner à quelqu'un qui travaille moins ou qui vient d'arriver en France. Oui, vous attendez la vraie justice sociale, celle qui vous permettrait de vivre de votre travail et même de vous enrichir si vous êtes travailleur, talentueux, volontaire. La justice parce que vous croyez au mérite. La justice parce que vous n'en pouvez plus du laxisme judiciaire avec la racaille subventionnée et dorlotée. La justice avec un État juste qui cesse enfin d'être fort avec les faibles et faible avec les forts. Vous voulez la véritable justice sociale et vous avez raison. Parce que depuis si longtemps, le travail ne paie plus. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus d'écart entre les revenus du travail et ceux de l'assistanat. Ce n'est pas juste. Je vais vous raconter une histoire, celle de Fabien, que j'ai rencontré il y a quelques semaines lors de mon Tour de France. Fabien a 2 enfants. Il est ouvrier agricole et il gagne un peu plus que le SMIC. Tous les matins, il se lève tôt, il travaille. Oh, il aime son travail et pour rien au monde, il ne serait resté chez lui à ne rien faire. Mais après 20 ans d'efforts, il commence un peu à douter. Pourquoi? Parce que depuis quelques mois, chaque matin, à son départ, son voisin de palier ouvre grand la porte et le nargue. Mais t'en as pas marre d'aller bosser comme ça, au lieu de rester chez toi, tranquille, comme moi, à regarder la télé sans rien faire? Oui. La vérité, Fabien me l'a raconté, au nom de ces millions de Français, de travailleurs, d'artisans, de commerçants, de restaurateurs, de bouchers, de boulangers, son voisin touche le RSA et à la fin du mois, Fabien n'a pas beaucoup plus que lui. Entre le coût de la voiture, près de 600 € avec l'amortissement, l'assurance, l'entretien, le carburant, ou encore les frais de nourrice pour son dernier, son reste à vivre, franchement, dépasse à peine le RSA. Mes amis, Jacqueline Moureau, Guillaume Pelletier, savent pertinemment que dans la France des oubliés, la colère des vrais gilets jaunes, ceux du 17 novembre 2018, est née de ces injustices-là. Je mettrai fin à cette folie. Il est temps que les milieux de cordée, comme tu dis, Guillaume, ne soient plus les premiers de corvée. Assez de cette France où les soi-disant défenseurs de pauvres les condamnent à crever de faim parce qu'il faut aussi nourrir les pauvres du monde entier. Vous pensez que les politiciens de droite, de gauche ont tout essayé. Vous vous trompez.
Ils ont fait tout l'inverse. Depuis tant d'années, l'État a fait exploser ses dépenses. Il a ouvert le modèle social français au monde entier. Et pour le financer, qu'a-t-il fait? Il a augmenté vos taxes, vos impôts. Il s'est endetté comme jamais. Il a abaissé les salaires des travailleurs, quoi qu'il vous en coûte. Et c'est ça, paraît-il, la justice. La conséquence de cette folie, je vous l'ai dit, je vous le répète, les salaires nets sont en France trop bas pour celui qui travaille et les salaires bruts sont trop hauts pour le patron. Alors, je vais réduire les dépenses d'immigration et d'assistanat avec ces économies, et Dieu sait si elles seront importantes. Je vais baisser les taxes, je vais baisser les charges, les impôts. Sur votre fiche de paye, je diminuerai la CSG et j'augmenterai ainsi le salaire net de ceux qui travaillent. Cela fera 105 € par mois pour nos travailleurs. C'est un 13e mois chaque année. Et puisque nous nous attaquons aux injustices, je veux en aborder une que vous connaissez bien. Il est une colère qui gronde dans les profondeurs de la France. Une colère que j'entends presque chaque jour. Vous m'en parlez quand on se voit, vous me l'écrivez dans vos lettres. Votre colère, c'est le scandale de la fraude sociale. Que c'est injuste quand vous dépensez tant chaque mois pour financer nos dépenses sociales. Avec près de 800 milliards d'euros. Vous avez bien entendu, 800 milliards d'euros. La France détient le record mondial de la dépense sociale en proportion de la richesse nationale. Mais savez-vous que le montant des fraudes sociales est évalué jusqu'à 40 milliards d'euros par an? C'est ce que rapporte l'impôt sur les sociétés, c'est plus de la moitié de ce que rapporte l'impôt sur le revenu. Je vais vous livrer quelques exemples les plus scandaleux de cette ruine organisée du contribuable français. Savez-vous que 2 couples de Roumains ont réussi à déclarer 1200 grossesses? Savez-vous qu'il y a 3 millions de bénéficiaires fantômes de l'assurance maladie? Savez-vous que, lors d'un récent contrôle des retraités vivant en Algérie, 40% des pensionnés étaient en fait déjà morts? Plus grave encore, savez-vous que 20% des djihadistes français partis en Syrie ou en Irak continuaient de percevoir les aides sociales? Savez-vous que Salim Ben Galem, l'un des cerveaux présumés des attentats de l'Hypercacher et de Charlie Hebdo, a continué à bénéficier du versement d'allocations familiales pendant des mois après son départ en Syrie pour un montant supérieur à 12 000 €. Savez-vous que Ismaël Mostefai, l'un des tueurs du Bataclan, percevait 290 € par mois alors qu'il commettait des actes barbares de décapitation? La liste est longue, mes amis, mais nous en avons déjà trop entendu. Et si enfin, nous mettions fin à ce scandale d'État? Et si enfin nous traquions la fraude sociale plutôt que d'augmenter toujours plus vos impôts? Et si enfin nous stoppions l'immigration et l'assistanat?
Je m'engage, quand je serai président, à créer la Brigade nationale de lutte antifraude, sur le modèle de ce qui fut créé ici, dans les Alpes-Maritimes, en 2011, par Éric Ciotti, et qui a permis de recouvrer près de 15 millions d'euros, rien que pour une année et dans un seul département. Je m'engage à suspendre les aides sociales pour tout fraudeur social récidiviste. Je m'engage à créer la première carte nationale biométrique à empreinte digitale. Comme au Portugal, ce qu'a refusé la majorité En Marche il y a quelques années, alors que c'est le seul moyen de lutter contre toutes les fraudes à l'identité, aux allocations et aux prestations. Mes chers amis, quand je serai président, l'argent du peuple français ne sera plus confisqué ni détourné par les fraudeurs sociaux et les profiteurs. L'argent public, ça n'existe pas. L'argent public, c'est celui qu'on vous prend. L'argent magique, l'argent gratuit, l'argent théorique, ça n'existe pas. Il n'y a qu'un seul argent, le vôtre. Chers amis, quand je serai président, l'argent du peuple français sera rendu enfin aux honnêtes travailleurs, aux honnêtes entrepreneurs, aux honnêtes retraités, aux honnêtes citoyens. La richesse sera rendue à ceux qui l'ont créée, vous. L'injustice, mes amis, je l'ai dit et je le répète, c'est d'avoir un État si fort avec les honnêtes gens et si faible avec la racaille. Vous ici qui travaillez si dur, vous êtes hôtelier, vous êtes serveur, vous êtes restaurateur, vous êtes parfumeur, vous êtes artisan, agriculteur, et vous vous posez la même question tous les jours. Mais pourquoi donc l'État nous traite-t-il comme des délinquants? On ne vous laisse pas conduire, on ne vous laisse pas travailler, on ne vous laisse pas embaucher. Tous les ans, on vous invente de nouvelles normes qui vous coûtent de plus en plus cher à mettre en œuvre chaque année. Et l'on vous tue ainsi, à petit feu. Et puis, ces normes, il faut bien les contrôler, donc l'administration vous envoie des contrôleurs qui viennent contrôler que vous faites bien votre métier. Mais il faudrait leur expliquer à ces chers contrôleurs que les meilleurs juges de votre travail, ce sont vos clients. Alors, quand vous ouvrez une entreprise, il arrive qu'au bout de quelques mois à peine, on vous envoie l'inspection du travail, qui vient compter les heures de vos salariés, qui vient vous dire si tel ou tel appareil est aux normes, qui vient vous déranger pour un oui, pour un non. Quand vous créez une entreprise, je veux que vous puissiez embaucher sans être tout de suite ponctionné. J'exonérerai de charges sociales vos 2 premières embauches. Cela vous laissera le temps de grandir, de construire votre entreprise et de devenir plus fort. Ensuite, il y a le fisc. Rien que le mot vous glace le sang. La multiplicité des réformes, l'empilement des réglementations et des lois, la vitesse à laquelle changent toutes les règles du jeu, tout cela produit une complexité administrative et oblige le moindre commerçant à être tout à la fois comptable, fiscaliste, avocat et pourquoi pas huissier. Laissons les commerçants être des commerçants. Je les connais, je les écoute et je les aime. Les entreprises, les indépendants et même les salariés demandent la même chose. Plus de simplicité, plus de lisibilité et surtout plus de sécurité en matière fiscale. Il est évidemment crucial d'avoir une administration fiscale forte, mais si elle fait la chasse aux contribuables, si elle se lance dans la traque de ceux qui travaillent, de ceux qui payent pour les autres sans rien dire, sans broncher, alors ce n'est plus une administration fiscale, c'est une bureaucratie soviétique.
nous demandons la fin de la tyrannie de Bercy. Quand le fisc vient passer des semaines dans votre magasin, dans votre restaurant, dans votre atelier, dans votre hôtel, dans vos ventes, il est là à vérifier vos dépenses, vos encaissements et même les pourboires de vos collaborateurs. Quand l'inspecteur vous prend tout ce temps précieux, vous ne servez plus vos clients. Vous ne recrutez pas, vous ne prospectez pas, vous ne préparez pas vos devis, mais vous répondez au courrier de l'administration. Je veux que le fisc aille davantage voir aux côtés des caïds de banlieue. Dans les supermarchés de la drogue, croyez-moi, je leur donnerai du travail. On verra comment le droit du travail est respecté là-bas. Pour les caïds, pas de TVA, pas de charges, pas d'URSSAF, pas de CSG, pas d'impôts, et avec un peu de chance, ils peuvent même toucher le RSA. Et ne le dites pas, certains reçoivent même les APL et les allocations familiales. Jusqu'à quand allons-nous supporter d'être les dindons de cette farce? Je veux que l'administration fiscale cesse d'être l'ennemi du contribuable. Je veux que les Français retrouvent une relation apaisée avec cette administration, qu'elle soit là pour les accompagner avant de sévir, pour leur expliquer avant de punir. La justice, mes chers amis, c'est enfin la fin du laxisme des juges. Parce que nous voulons la sécurité pour nous, pour nos femmes, pour nos enfants, parce que nous voulons enfin la paix. Ici, à Cannes, vous vivez dans une ville relativement paisible, relativement préservée. Longtemps, vous vous êtes cru épargné par l'ensauvagement de la France. Et puis, vous avez connu l'enfer de l'été 2020. Cet été si particulier où les banlieues françaises n'ont pas pu aller en vacances dans leur pays d'origine. Cet été si particulier où vous avez découvert ce qu'était la vie quotidienne de vos compatriotes dans des villes moins chanceuses. Ce fut l'été du vivre ensemble. Je ne veux pas que Cannes soit à son tour ensauvagée. Pour votre ville, comme pour toutes les autres, je supprimerai la loi SRU. La loi SRU, vous savez, c'est celle qui impose aux villes et aux villages de France de disposer d'au moins 25% de logements sociaux, alors que le logement social est devenu progressivement le logement de l'immigration. Si on n'abroge pas cette loi, elle transformera peu à peu toute la France en cité. Non, je ne veux pas de trappe à la campagne. Je ne veux pas de kebab dans tous les villages de France. Dans les cités comme ailleurs, nous n'en pouvons plus d'avoir peur. Nous n'en pouvons plus de conseiller à nos filles de cacher leur téléphone portable. Nous n'en pouvons plus de guetter l'arrivée de nos enfants quand ils prennent les transports en commun. Vous n'en pouvez plus d'être anxieux pour votre grand-mère qui s'est déjà fait arracher son sac. Je n'en peux plus d'entendre vos témoignages désespérés. L'autre jour, à Saint-Quentin, un homme m'a dit « Monsieur Zemmour, on voudrait se faire justice nous-mêmes. » Ce n'est plus possible. Nous voulons un État qui fasse respecter la justice. Nous voulons un État qui fasse respecter la loi. Nous voulons une police. Nous voulons une police qui ne recule plus. La police ne doit plus être intimidée par la racaille. La racaille ne doit plus terroriser l'honnête homme.
Pour cela, j'introduirai dans notre droit la notion de défense excusable. Avec cette protection juridique, les commerçants, les braqués, les citoyens cambriolés et les policiers en danger auront enfin le droit de riposter aux voyous. Oui, je choquerai peut-être la France insoumise et tous les bien-pensants de plateaux télévisés, mais ainsi, la peur changera enfin de camp. Et pour que la peur change enfin de camp, le voyou ne doit plus entrer dans un tribunal avec la certitude qu'il en ressortira libre. Le laxisme de notre justice terrifie tous nos concitoyens. Hier encore, je dînais avec des avocats, des policiers et des gendarmes. Oui, mes amis, je ne fais pas seulement l'union des droites, je fais aussi l'union des forces de l'ordre et des avocats. Et croyez-moi, ce n'était pas gagné. Leurs témoignages sont édifiants, atterrants. Un policier qui avait été attaqué par une bande à coups de tirs de mortier se retrouve au tribunal, avec évidemment l'un de ses agresseurs. La présidente du tribunal ne se soucie guère de lui, elle ne le calcule même pas, comme disent les jeunes. En revanche, elle se retourne, toute compatissante, vers le voyou et lui dit avec un air maternel : « Mais enfin, jeune homme, vous vous rendez compte ? Vous auriez pu quand même vous blesser. » Comment avoir confiance dans un État qui ne punit plus les coupables ? Moi, je suis du côté des Français innocents. J'introduirai des peines minimales à toutes les infractions, les fameuses peines planchers. C'était le cas dans notre code pénal avant 1994. Tous nos voisins le font, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, la Suisse. Pourquoi devrions-nous toujours être les plus faibles ? Avec moi, les juges ne pourront plus donner des peines ridicules à des délinquants reconnus coupables, car ils auront un plancher à respecter. Je mettrai un terme au scandale des remises de peine, qui divise presque toutes les peines par deux. Si je suis élu président de la République, les délinquants purgeront l'intégralité de leurs peines, tout simplement. Je vais vous raconter une terrible histoire. C'est l'histoire de Natacha Mougel. Elle a 29 ans. Elle est violée puis tuée en 2010. On découvre que son assassin avait été déjà condamné 5 ans plus tôt à 10 ans de prison. Comment pouvons-nous tolérer cela ? Natacha Mougel, comme tant d'autres, était une Française innocente. Désormais, nous les protégerons. La justice, c'est aussi faire respecter le droit de propriété. C'est un sujet majeur, mes amis. C'est un sujet dont les politiciens ne parlent presque jamais. Moi, je trouve que c'est un scandale. Il faut en parler. Avant-hier, à Paris, Janine, une femme de 59 ans, a tenté de s'immoler par le feu pour attirer l'attention d'Anne Hidalgo. Parce que son... C'est bizarre. Le simple fait de prononcer son nom, ça fait toujours réagir de la même façon. Mais cette pauvre dame le studio de cette pauvre femme était squatté depuis des années. Oui, mes amis, elle a tenté de s'immoler par le feu. Elle attendait depuis des années
Elle a tenté tous les recours, mais rien n'a changé. Je mettrai fin au scandale et à l'injustice des occupations illégales. Je mettrai fin à l'injustice des occupations illégales, des violations de domicile et des squats forcés. J'en ai assez que tant de Français voient leurs maisons, leurs appartements, leurs jardins, leurs résidences secondaires, les locaux de leur entreprise même, confisqués par des voyous sans scrupules, avec en prime le lâche soutien de l'État. Oui, souvenez-vous de Garges-les-Gonesse, de Montpellier, de Toulouse, de Marseille ou plus près d'ici encore, à Théoul-sur-Mer l'année dernière. Souvenez-vous de ces situations honteuses, désespérantes pour les Français honnêtes, chassés de chez eux. Dans chaque département de France, chaque année, des centaines de Français, souvent vulnérables, souvent fragiles, toujours abandonnés et sans recours, assistent impuissants au viol de leurs biens, au viol de leur dignité. J'y mettrai fin en créant un vrai délit pénal d'occupation de biens d'autrui. J'imposerai l'expulsion immédiate des squatteurs sans passer par les tribunaux. Et j'obligerai les préfets à utiliser le recours à la force publique pour défendre ce droit fondamental qu'est le droit de propriété. Oui, mes amis, et puisqu'on est chez nous, je renforcerai le pouvoir des maires contre les occupations illégales de terrains publics par les gens du voyage. Pour cela, je doublerai les amendes. J'imposerai la saisie des véhicules des délinquants et j'exigerai le recours automatique à la force publique dans les 72 heures. C'est Blaise Pascal qui nous rappelle l'essentiel quand il nous dit « La justice sans la force est impuissante. La force sans la justice est tyrannique. » Je vais, c'est bien d'applaudir Blaise Pascal, ça lui aurait fait plaisir. Cette salle est unique, merci. Je vais vous annoncer une autre réforme importante ce soir, mes amis. Je rétablirai la perpétuité réelle. Car aujourd'hui, la perpétuité réelle qu'on nous avait promise pourtant en 1981 n'existe pas. Et les criminels condamnés à perpétuité peuvent avoir des remises de peine dès 18 ans de prison. Je vous l'ai dit, certains crimes méritent la prison à vie. Comment imaginer que Salah Abdeslam, un des terroristes du Bataclan, complice du massacre de 138 de nos enfants, puisse sortir un jour de prison. Mes chers amis, certains me demandent pourquoi je suis si dur. Certains me le reprochent. Mais vous savez, j'ai passé cet après-midi un moment avec Patrick Jardin à Nice. Certains d'entre vous le connaissent peut-être. Patrick a perdu sa fille, Nathalie, le soir du Bataclan. Les djihadistes ont arraché à un père la prunelle de ses yeux. Patrick Jardin nous fait l'honneur
d'être avec nous ce soir et je vous demande de l'applaudir. Oui, il est là, mon ami Patrick. J'ai parcouru avec lui cet après-midi la promenade des Anglais, là où d'autres victimes nous rappellent un autre massacre que nous n'avons pas le droit non plus d'oublier. Nous n'avons plus le droit de rester les bras croisés. Nous n'avons plus le droit de nous contenter de bougies et de nounours. Vous comprenez pourquoi je suis si dur, car vous aussi, vous vous êtes endurcis. Nous voulons honorer la mort de nos victimes et nous voulons aussi qu'il n'y ait plus de massacre. Ici, dans les Alpes-Maritimes, vous avez été frappés par le djihad, vous en avez assez d'avoir peur. Moi aussi, j'en ai assez. Ce sera la fin du laxisme judiciaire, ce sera la fin de l'impunité. J'abaisserai l'âge de la majorité pénale à 16 ans. Les délinquants d'aujourd'hui ne sont plus ceux de nos enfants et ils peuvent voler, violer, tuer comme des adultes. Je veux permettre aux juges d'écarter l'excuse de minorité des 13 ans afin d'éviter de voir les peines des criminels mineurs divisées par deux. Quand un mineur a commis un acte grave, il doit être jugé comme les autres. Nous responsabilisons leurs parents avec la plus grande fermeté. Oui, nous suspendrons les aides sociales pour les parents de mineurs délinquants et criminels. Il faut apprendre à ces enfants l'autorité, celle de leurs parents, celle de la justice et celle de la France. Jusqu'à quand la France devra-t-elle rester le paradis de tous les voyous de la planète? Les binationaux qui commettront des crimes seront déchus de leur nationalité française et expulsés. Oui, ils seront expulsés, tout comme les délinquants étrangers qui seront systématiquement renvoyés chez eux. Messieurs, notre porte est grande ouverte. Nous expulserons en urgence 10 à 15 000 délinquants étrangers actuellement incarcérés. Voilà qui libérera de la place dans nos prisons pleines à craquer. Plus d'impunité, plus d'ensauvagement. Nous voulons la paix, nous voulons la sécurité, nous voulons la tranquillité, nous voulons la justice pour les Français innocents. Voilà ce qui nous rassemble, voilà ce qui scelle notre union, voilà pourquoi nous nous rassemblons et pourquoi nous nous ressemblons.
Mes chers amis, rien ne me destinait à me retrouver ici, à Cannes, face à vous, pour vous transmettre ce que j'ai en moi. Le feu de la France, l'amour des Français, le sens de la justice. J'avais un autre métier, j'avais d'autres missions, mais quelque chose me taraudait. Quelque chose venait abîmer ma joie de vivre, mon inquiétude pour notre pays. Une inquiétude qui ne faisait que grandir. Alors j'ai brûlé mes vaisseaux, je suis descendu dans l'arène, je suis retourné souvent, oui, souvent, pour savoir si quelqu'un d'autre que moi serait plus courageux, serait plus sincère, plus compétent. Je vous avoue, je n'ai vu personne. Alors, je suis là aujourd'hui avec mes amis, avec une équipe de patriotes qui sont comme moi, courageux et inquiets. Et c'est pour cela que vous êtes là, si nombreux. Ce qui nous réunit, oui, ce qui nous réunit tous ici, ce soir, c'est notre amour de la France, c'est notre espoir pour les mois qui viennent. Notre France, la France que nous aimons, la France de tous nos bonheurs, de toutes nos gloires, la France qui porte au-dessus de nous-mêmes, à travers les grandeurs passées. La France nous demande d'être là. Alors, oui, alors, levez-vous, mes amis. Dressez-vous à la manière de tous ceux qui, dans notre pays, se sont levés, se sont dressés quand le pays semblait perdu. On ne nous empêchera pas d'aimer notre pays. On ne nous empêchera pas d'aimer ce que nous sommes. On ne nous empêchera pas d'aimer vivre chez nous et pour nous. Rien ni personne ne nous en empêchera, parce qu'il faudrait nous arracher le cœur et qu'ils n'y arriveront pas. Le courage, c'est nous. Le panache, c'est nous. Le drapeau qui flotte dans le vent de l'histoire, c'est nous. Levons-nous pour dire à la France, la reconquête, c'est nous. L'union, c'est nous. Le peuple, c'est nous. Bienvenue aux militants de LR et de RN. Bienvenue à ceux qui votent et à ceux qui votent plus. Bienvenue à ceux qui espèrent et à ceux qui désespéraient. Bienvenue à la France silencieuse, à la France qui s'engage. Bienvenue à l'histoire et bienvenue à l'avenir. Vive le peuple, vive la République et surtout, vive la France! Mes amis, je voudrais vous remercier et vous dire que nous avons partagé ce moment, mais que dehors, là où vous étiez 4000, il y avait encore 1000 personnes dehors
Et nous sommes de tout cœur avec eux. La prochaine fois, ils seront là parmi nous. À bientôt.